Moi, je votais plutôt socialiste et je croyais quand même qu'on allait réussir en ayant une économie plus dynamique, à être plus égalitaire, etc. Et j'avais pas vu qu'en fait, j'ai mis très longtemps à accepter que qu'on était en train de vivre une crise profonde du capitalisme, au sens de Marx, où en fait on n'allait pas s'en sortir avec les outils qu'on avait. L'outil qu'on avait traditionnellement, c'est le keynésianisme, on gagne de l'argent mais on le redistribue. On a vu qu'en fait, à partir ces 15 dernières années, on a vu qu'en fait il y a eu plus de pauvres, la classe moyenne a été atomisée, la disparition du PS est aussi liée à l'atomisation de la classe moyenne, et il y a eu des super riches, donc il y a eu quelque chose qui était cassé quoi. Bon, allez, Est-ce qu'on n'accueillerait pas notre les gens invité? commencent à être rentrés. On va accueillir notre premier invité. Merci de l'applaudir. Il a bien voulu venir. On accueille Aurélien Bélanger. Aurélien Bélanger. Ouais. Alors, j'imagine Nick Le PS, déjà. Oula. Ah, c'est pas France Inter, l'ambiance va être légèrement différente là. J'aime accueillir comme ça. C'est très bien, tant mieux. Bah du coup, bienvenue à toi. Merci de nous avoir rejoints. Ça va? Ouais, c'est assez impressionnant. L'ambiance est plus feutrée dans les festivals littéraires. Ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est ça change, non, un petit peu des contextes dans lesquels tu donnes peut-être des confs, où tu vas habituellement, peut-être même de tes lecteurs, là, je sais pas à quel point t'es habitué à un public ou à un autre. Bah, je suis allé dans une librairie du Canal Saint-Martin et j'ai rencontré plein de gens qui avaient lu mes livres que j'avais jamais rencontrés et j'étais hyper content. Et après, je suis rentré en me disant putain, ça me fait un peu flipper que mon public soit hyper Canal Saint-Martin, 10e arrondissement, à mort, CSP+, et tout. Ah, t'es pas étonné. Ça te fait chier, ça te fait chier vraiment? Non, parce que les gens individuellement étaient sympas en fait. C'est quand je passe les gens sont sympas au concept sociologique qu'il y a derrière, ça me fait une petite angoisse. Mais bon, après, on a le lectorat qu'on mérite. Hein. Oui, mais je pense qu'on va déjà, et on va en reparler de toute façon de ce sujet-là, du lectorat du livre à un moment donné, c'est sûr. On a préparé l'interview et tout, hein, t'inquiète pas. Non, mais déjà, comment on peut te qualifier romancier, tout simplement, je pense. T'as sorti ce livre, Aurélien Bélanger, du coup, Les derniers jours du Parti Socialiste. Peut-être certains ici ont vu, notamment parce que, comme tu l'as entendu quand on arrive dans cette salle, ça a dit tout de suite Nick Le PS, hein, si je reprends les mots de la foule, sans... Donc, tu vas pas te faire des amis avec cette réaction. Non, mais ce qui me confirme, le PS, c'est un bon personnage de roman. C'est un traître, le traître habituel. Quoi. La preuve. En plus, c'est le PS, c'est un PS bien particulier quand même. Donc, mais avant ça, t'as écrit quand même combien? 7 autres romans à peu au total, près. c'est le 7e, donc c'est Ouais, 6 avant. Ouais. C'est le 7e, celui-là. Et t'as 2 points communs avec nous parce que t'as voulu devenir philosophe, comme moi. Et t'as pas réussi, comme moi. Je continue à y croire un peu, mais de moins en moins. Ouais. toi aussi. Et t'es devenu libraire, comme lui. Ouais. Ça, par contre, vous avez réussi à devenir libraire. Ouais, faut regarder en vite fait, ouais. Mais oui. Non, mais c'est vrai que ça fait des beaux points communs. Mais après, toi, t'étais libraire à Paris, toi, c'est ça? J'étais libraire un peu dans le 93 et un peu à Paris, ouais. Ok, d'accord. Moi, je suis jaloux. J'étais à Caen. C'était moins classe quand même, mais c'était bien. Michel Onfray était client? Non, non. T'en vendais ou pas? De quoi? Du Onfray? Oui, ouais. Parce j'étais dans une librairie BD et il a fait une biographie de Nietzsche en BD que je vendais et je disais que c'était bien. Arrêtez de juger, à l'époque, on savait pas encore. Il avait pas encore fait son coming out, donc calmez-vous. Tout va bien. On va reparler d'Onfray, je pense, de toute façon, tout à l'heure. Oui, parce que c'est un personnage. Pourquoi on dit Onfray? Parce que pour les gens qui n'ont pas lu, ton roman a des personnages qu'on peut rapprocher de certaines figures connues, et il y en a... Bah, pas que ton roman, même dans ton œuvre, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal, parce que justement, tu as fait un premier livre, c'était sur Houellebecq. Alors ça va peut-être en choquer certains ici, on reviendra de toute façon sur cet héritage ou non, etc. Mais tu as souvent cette façon-là de prendre des personnages issus du réel et de t'en servir comme objet romanesque pour faire à la fois de la fiction, mais aussi, j'ai l'impression... parler un peu de politique, parler un peu de philosophie aussi, ce qui nous amuse. Et c'est vrai que dans celui-là, il y a un certain nombre de personnages que je pense vous connaissez très bien.
comme Taïwan, Enthoven, Onfray, Fourest. Enfin voilà. Surtout Laurent Bouvet, qui est celui où on va s'y intéresser un peu aussi. Pourquoi les personnages, je pense qu'il faut en parler. En fait, ça me fait chier parce que c'est la question qu'on me pose dans chaque interview, mais c'est un peu dur de pas en passer par là. Et notamment pour finir sur pourquoi le Parti Socialiste et pourquoi cette vendetta que tu lances, en tout cas l'impression de vendetta que tu lances, quoi. Alors, le Parti Socialiste, vieille histoire, parce que j'ai voté plein de fois pour le Parti Socialiste. J'ai eu 1 an quand Mitterrand a été élu. Enfin, c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie, on va dire jusqu'aux années Hollande, où quand même j'ai fini par comprendre 2-3 trucs. Mais voilà, donc c'est un objet, enfin c'est vraiment un éléphant dans la pièce de la vie politique française. Une fois sur 2, c'était lui qui gagnait les élections, c'était un machin énorme, puis d'un coup il a disparu, donc c'était marrant de raconter ça. Et ensuite, moi je passe beaucoup de temps, je suis pas actif, mais je passe beaucoup de temps depuis 15 ans maintenant sur Twitter, et ces gens... T'inquiète, ils sont pareils, là il y en a une partie, voilà. Ça se voit, ils se sont reconnus direct. Et en fait, il y a tout un certain nombre d'intellectuels, pour parler poliment, mais qu'on a appelé le printemps républicain, ou plutôt mouvement associé, qu'on fait beaucoup de mal, enfin c'était même vraiment viscéral, quoi, qui faisait des posts sur Twitter absolument hallucinants. Et je me souviens par exemple d'un post, j'étais hyper bêtement à Berlin, au bord du lac où il y avait eu la conférence de Wannsee, donc l'endroit où a été décidée la solution finale, et je me baladais par là en mode est-ce que j'y vais, machin, souvenir historique, etc. Et là j'allume Twitter et je tombe sur un post de l'un des personnages de mon bouquin, Enthoven, qui dit qu'à 19h59 il voterait quand même plutôt Marine Le Pen que Mélenchon, quoi. Et c'est la première fois que je l'ai fait dans ma vie. J'ai fait un react vidéo de 20 minutes où j'ai engueulé mon téléphone et j'ai hurlé à la fois. Mais t'es streamer en fait. Oui, mais alors j'ai la vidéo quelque part, mais je l'ai jamais diffusée, et je savais que c'était pas vraiment mon métier, et j'avais quand même en tête qu'il fallait. Ça m'a tellement mis en colère qu'il fallait que je réagisse. Et donc j'ai un peu attendu. J'ai pas réagi sur Twitter, j'ai pas fait de stream, mais j'ai réagi en écrivant ce bouquin. Il fallait quand même que je réagisse à la souffrance qu'ils m'avaient infligée à titre personnel et qu'ils ont infligé en généralisant au pays entier, quoi. Ouais. C'est marrant parce que c'est vrai que ça a été moi je pense que dans la tête de beaucoup de gens, ce moment-là d'Enthoven, plutôt Le Pen que le Front Populaire, ça a été la validation d'un truc que nous on dit beaucoup. Ça a révélé ce que des personnes plus alertes politiquement savaient déjà, et que beaucoup de gens voulaient pas voir, qu'il y avait un énorme problème. C'est ça. Et genre je me demande à quel point est-ce que toi tu as l'impression d'avoir découvert ça sur le tard? Est-ce que c'est quelque chose qui te trottait en tête? T'as pas été surpris, ou vraiment t'as été un peu saisi d'un coup de cette réalité de voir que le Parti Socialiste et ce qu'était la famille de gauche était dérivé aussi loin et pouvait dire des choses du genre plutôt Le Pen que le Front Populaire. Cet événement-là, c'est quoi? Parce que pourquoi je dis ça? En interview, des fois on a l'impression que t'as eu une révélation mystique de la trahison du PS, un peu, tu vois. Un truc presque du jour au lendemain. Tu dis, dans une interview, tu dis même que tu as eu une sorte d'électrochoc à partir de la période MeToo, Black Lives Matter. Alors c'est aussi le cas de tes personnages, d'ailleurs on va y revenir probablement. Mais est-ce que toi, il y a ça, parce que tu dis que tu as voté PS, que tu as toujours eu une sorte d'affect vis-à-vis du PS. Est-ce que toi aussi, tu as senti ce truc, comme peut-être Enthoven l'a ressenti, pour se dire, ah bah non, de toute façon, ça sera plutôt Le Pen, ou toi tu t'es dit, bah non, ça sera peut-être plutôt le Front Populaire que Le Pen? C'est la différence entre... Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que le statut qu'on attribue à la politique dans la vie, c'est la différence entre ce qu'on sait et le moment où on commence à le croire. Dès l'élection de Macron, j'avais lu des choses, spécialement sur Twitter, comme quoi en fait le centre n'était pas le vrai centre, le centre était par nature autoritaire, que ce libéralisme, etc. Et c'est des choses que je savais, mais... en fait, je crois savoir pourquoi. Je n'y croyais pas complètement. Et je sais pourquoi j'y croyais pas complètement. Parce que avec ma gueule, mon âge et mon genre, j'étais pas du tout dans la ligne de mire, en fait. Et à partir du moment où j'étais pas un sujet politique, mais où ça glissait sur moi, parce qu'en plus j'avais déjà publié des livres, j'avais déjà eu un certain succès, une reconnaissance, je me sentais pas du tout atteint par la politique. Et donc, quand on n'est pas atteint par la politique, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un rapport très théorique, très distant, et donc voilà, j'ai mis très longtemps à émerger politiquement. Donc en fait, là, il y a eu des moments de bascule. On a vraiment su. Moi, je savais plus ou moins que le printemps républicain était quand même plutôt une engeance raciste, mais j'en souffrais pas directement. Voilà, je le savais théoriquement. Et ce qui est intéressant, c'est le moment où d'un coup, ça devient insupportable. Donc c'est vrai que ça devient tardivement insupportable chez moi. Après, justement, moi je pense, c'est intéressant. En fait, tu vas être un peu notre token des ex du PS qui enfin nous rejoignent. Non, je plaisante.
Ah, et il y en a plein, vous faites les malins, c'est juste que vous étiez trop jeune pour faire la même chose. Donc la ramenez pas trop. Voilà la grosse différence quand même. Oui, c'est ça. Mais, et surtout, moi ce que j'ai trouvé intéressant, on est obligé d'en parler, on t'a beaucoup attaqué sur les médias, sur la phrase « je voulais leur infliger le plus de dommages possible ». T'as dit un truc du genre, tu vois, un rapport hyper, on va dire, conflictuel pour euphémiser un peu à ça. Est-ce que c'est la déception qui te fait faire ça, genre une déception personnelle, ou est-ce que, comme tous les jeunes militants de gauche radicale, t'es plus énervé que les autres Je pense que mon énervement, plein de gens ne l'ont pas vu venir parce que j'avais écrit un bouquin sur la biographie d'un milliardaire, etc. Et j'ai été validé dès mes premiers livres, un peu sur un malentendu par la presse libérale. Mes meilleures interviews, je les ai données au magazine Challenge, quoi, dans un premier temps, où j'avais dit en plus une phrase malheureuse, je rêve d'acheter un 4x4 et d'habiter la Défense. Et genre, il l'avait mis en gros. Mais après, c'est un jeu que je pouvais me permettre par rapport à ma propre ironie. Moi, j'étais content, je faisais le malin, ça leur faisait plaisir, etc. Et je pense que sur ce sujet, comme justement, on avait pu me prendre longtemps pour quelqu'un de plus à droite que j'étais, ma parole avait une chance de porter plus, de dire en fait, c'est totalement... Là, c'est des connards. Alors, il se trouve que les interviews où j'ai dit que je voulais leur faire du mal, elles sont intervenues dans le contexte. Le bouquin n'était pas sorti encore, mais c'était le contexte. On s'attendait quasiment à voir Bardella Premier ministre dans 2 semaines. Donc, on rigolait. Voilà, quand on faisait des interviews, j'avais pas trop envie de parler de littérature. On était très, très pressés par la question politique. Et effectivement, oui, je voulais leur faire du mal et ça n'a pas changé. Surtout qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris et que j'ai compris. Il l'a dit vite. Non, mais ça n'a pas changé, je vais continuer très vite. Non, mais il y a quelque chose que je n'avais pas totalement compris, c'est que pour moi, le printemps républicain, c'était... Donc son leader est mort maintenant, et c'était quelque chose d'un peu pourri, qui n'existait plus, et qui n'était plus vraiment actif, qui avait fait beaucoup de dégâts sur la droitisation de la société française, qui avait... Pour le faire très vite, c'est le point que je reproche principalement au printemps républicain, c'est qu'ils ont réacclimaté le racisme à gauche. Le racisme de droite me semble moins grave que le racisme de gauche. Et donc voilà, ils ont permis de faire l'équation qu'on peut être de gauche et raciste. Et voilà, je pensais que ça, c'était leur œuvre derrière eux. Ce que j'avais pas totalement vu venir, c'est que le printemps républicain, c'était que le premier étage de la fusée. Il y a tout un tas d'intellectuels, pour parler que d'une, comme Caroline Fourest, etc. Je suis pas... Enfin, hypothèse de travail très très bizarre, et j'espère que ce sera pas enregistré, mais je pense que... Alors là... Non, t'inquiète, c'est pas en live. Il n'y a que eux, là. Ça me rassure. Je pense qu'on tient en Caroline Fourest ce qui ressemble le plus à un Donald Trump français. Quelqu'un qui a un rapport totalement déviant à Même vous, à la vérité. C'est trop, ouais. Alors, pour arriver à choquer un parterre de gauchistes comme ça, c'est que tu y es allé fort quand même. Mais pourquoi Donald Trump français sur quoi ? Rapport, en fait, depuis une vingtaine d'années qu'elle écrit et qu'elle publie des essais, très régulièrement, des journalistes font le travail et disent qu'en fait, il y a un mensonge, un arrangement avec la vérité, etc. Et à aucun moment, ça l'a cancellé. C'est vrai que quand Donald Trump est arrivé, des journaux sérieux, un peu chiants, style le New York Times, un peu centristes, on commençait à faire des listes des mensonges de Donald Trump, et ils ont fini par comprendre, genre 5 ou 10 ans après, que ça n'avait aucun impact. Ça marchait pas. Et elle a ce don bizarre d'être une personnalité néo-populiste, ou que la vérité, enfin, ses manquements vis-à-vis de la vérité ne l'atteignent pas. Et comme en plus elle a cette force que n'a pas Donald Trump, qu'elle passe pour une personnalité de gauche et pour une modérée. Enfin, là, elle fait son bouquin sur le vertige MeToo. Elle est invitée partout pour dire à quel point elle est plus modérée que tout le monde. Et donc, comme elle passe pour une modérée, elle a une sorte de... Elle est peut-être plus forte encore que Donald Trump. Ah oui, encore plus dangereuse. Mais ouais, pourquoi pas. Et donc voilà, donc je voulais infliger... Et ça, pour toi, c'est l'héritage du printemps républicain, oui, de fait. En fait, c'est aussi un héritage, j'ai l'impression que cette gauche laïque, qui s'est présentée d'abord sous le jour d'un combat progressiste pour l'émancipation, notamment de l'oppression des religions, s'est transformée en organe de propagande globalement islamophobe. Et en dernier, moi, ce que je trouve intéressant avec Caroline Fourest, c'est qu'elle a commencé comme ça, et tu parles de MeToo, son coming out antiféministe est en vrai est assez récent, parce qu'il y a une époque où Caroline Fourest était considérée comme l'avant-garde féministe française. Vraiment, ça peut vous étonner. Ouais, c'était une activiste LGBT à la fin des années 90. Exactement. Et LGBT, on ferait. Non, pas LGBT, mais féminine. Il avait un côté féministe. Et puis il était libertaire. Enfin, oui, c'est ça. C'est ça. Côté même polyamoureux. Enfin, il y avait toute une logique de... Et oui, les polyamoureux de la salle, on ferait, il est dans votre team. Hein.
Vous en faites ce que vous voulez. Et Oussama Hamar aussi. Ah, j'en peux plus. En fait, ce qu'il y a, et c'est pas la seule fois, parce que on a regardé pas mal d'interviews et tout, et t'as une forme de fascination. Déjà, tu viens pas de Paris, toi. Et t'as une forme de fascination pour un peu les milieux bourgeois, pour le Paris secret. C'est quelque chose qui est souvent au cœur de tes livres, où t'analyses cette ambiguïté-là. Qu'est-ce que faisaient les personnages, où est-ce qu'ils se déplaçaient, comment ils pensent. Dans celui-là, et ça, je pense que pour ceux et celles qui ont envie de le lire dans la salle, vous allez prendre du plaisir, parce qu'il y a une description vraiment parfois de comment pensent ces gens-là, ces fameux Enthoven, ces Fourest et tout. Et donc, on sent de ta part une forme de fascination, presque admiration des fois. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, cette question-là, de comment toi, ça t'a fait ce déclic. Parce qu'on se dit, tiens, est-ce que t'es pas justement le miroir de l'écrivain, le cliché de l'écrivain un peu bourgeois qui vit à Paris et tout, etc., mais qui vrille pas justement dans le racisme, dans les excuses de la laïcité pour camoufler son islamophobie, dans le cynisme politique et tout, etc. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de ce livre aussi? Est-ce que c'est parce que tu te... Est-ce que tu es jaloux de pas avoir eu ta carte au printemps républicain et participer avec eux, du coup c'est ça la question un peu. Ouais, bah en fait, quand je pose les questions, j'essaye aussi d'expliquer un peu sans trop en dire ce que tu essayes de raconter, ouais. Ce qui n'est pas forcément simple pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Et en même temps, voilà, ça c'est la question qui m'intéresse exactement. Bah, pardon, je suis... alors, il y a eu, on va faire un peu d'histoire des idées hyper vite, il y a eu quand même un moment important quand j'avais 9 ans, qui était la chute du mur de Berlin, et qui a été un moment tellement important que ça a été une victoire totale des intellectuels libéraux, qui a duré grosso modo jusqu'au traité constitutionnel de 2005. Voilà, si on veut un peu dater, il y a eu 15 ans, et moi c'était les 15 ans que je me suis un peu éveillé à la politique, et c'était des années où grosso modo le PS et la gauche avaient accepté l'économie de marché, et... il y avait, enfin, c'était une vague qui était très importante. Et Macron arrive à la fin de ça de façon un peu contracyclique, parce que Macron, il y avait un côté, quand on était un peu libéral en France, on avait de l'admiration pour Tony Blair, pour Gerhard Schröder, qui avait réussi, alors au prix de brutalisation du code du travail, etc., mais qui avait réussi à moderniser leur pays. Et la France, elle avait eu ce vieux président Jacques Chirac un petit peu au mauvais moment, elle n'avait pas réussi à se moderniser. Et quand Macron est arrivé de façon un peu tardive, parce que le Brexit avait déjà eu lieu, Trump allait être élu quelques mois plus tard, il y avait le côté, allez, c'est notre choc de modernisation à nous, c'est notre dernière chance de devenir vraiment libéraux. Et moi, j'étais un peu confus et un peu en mode... ouais, le libéralisme c'est bien parce que quand même, bon, Berlin-Est c'est pas cool, et voilà, je réfléchissais pas trop. Et il y a eu un vrai moment de révélation qui a été le moment des Gilets jaunes, où en fait le système d'inégalité et de classe qui tenait la société française est apparu comme inguérissable dans le logiciel actuel. Voilà, il y avait un côté, tout le monde va travailler, ça va aller, et l'impensé Gilets jaunes qui a surgi, et je pense que c'est pas un hasard si les Gilets jaunes ont surgi au moment où arrivait quelqu'un qui disait qu'en fait la révolution était possible et on allait apporter de la richesse pour tout le monde. Les Gilets jaunes sont arrivés pour dire ceci est un mythe. Et c'est vrai que pour moi ça a été un vrai ébranlement en mode... alors j'exagère, il y a un romancier qui me ressemble, je dis que c'est le moment où il est rendu à la gauche, etc. Je suis pas si débile que ça, enfin, j'avais réfléchi avant, mais c'est le moment où j'ai vraiment eu l'impression que les masques tombaient. En fait, les Gilets jaunes avaient profondément raison de se révolter. Indépendamment de plein de choses, il y avait quelque chose, une vérité qui touche un peu, voilà, il y avait une sorte de vérité prolétarienne du mouvement qui mettait KO tout le dispositif qu'on avait inventé ensuite. Donc j'aime bien jouer un peu avec cette révélation. Et c'est intéressant que c'est une révélation qui soit plutôt interne à la gauche, parce que c'est plutôt, moi je votais plutôt socialiste et je croyais quand même qu'on allait réussir en ayant une économie plus dynamique, à être plus égalitaire, etc. Et j'avais pas vu qu'en fait, j'ai mis très longtemps à accepter qu'on était en train de vivre une crise profonde du capitalisme, au sens de Marx, où en fait on n'allait pas s'en sortir avec les outils qu'on avait. L'outil qu'on avait traditionnellement, c'est le keynésianisme, on gagne de l'argent mais on le redistribue. On a vu qu'en fait, à partir ces 15 dernières années, on a vu qu'en fait il y a eu plus de pauvres, la classe moyenne a été atomisée, la disparition du PS est aussi liée à l'atomisation de la classe moyenne, et il y a eu des super riches, donc il y a eu quelque chose qui était cassé, quoi. T'es passé de libéral à marxiste révolutionnaire grâce aux Gilets jaunes. Non mais Ouais, moi je trouve ça beau. Bravo. Ce que je trouve intéressant, pourquoi? Parce que là on rigole sur t'étais au PS, etc. Ce que je trouve intéressant, la question que je me pose, moi je suis pas étonné comme parcours, ce que tu décris est hyper logique par rapport au parcours politique du pays, de la gauche en interne, etc. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait si peu de personnes, on va dire,
de ton cadre socio-culturel, littéraire, culturel, vraiment très singulièrement, même le milieu littéraire. Pourquoi cette révélation n'a pas été beaucoup plus large dans des gens qui étaient dans notre camp social? On a beau rigoler sur le côté petit bourgeois de la littérature, le PS, ça reste quand même à la base des alliés de notre camp social, même si des fois ils étaient trop gentils, trop mous, etc. La rupture, ils ont fait à l'inverse de toi. Genre, est-ce que on a envie d'avoir les raisons internes, en intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois le seul? Est-ce que tu te sens seul d'ailleurs à faire cette transformation? À ma place un peu bizarre, qui est une place un peu vieillissante, qui est le romancier masculin qui écrit des gros romans, qui est une place d'héroïsme, en fait, de mise en place. Moi, je me moque beaucoup de mon... C'est même pas un rival, parce que c'est un personnage extrêmement kitsch, mais un des écrivains qui vend le plus et qui a longtemps le plus plu en France, c'est Sylvain Tesson, qui n'est que mise en scène d'une sorte de virilisme littéraire, etc. Et donc, c'est vrai que la littérature... je sais pas, de Hemingway à Sylvain Tesson, il y a quand même cette ligne-là. Pauvre Hemingway, pardon. Et c'est vrai que le trouble, il est plutôt venu sur une ligne. Moi, je trouve que les écrivains les plus pertinents, c'est une ligne qui va de Édouard Louis à Kao Tarahashi, qui font pas du roman, justement, qui font du récit et qui racontent. Voilà. Et donc, moi, je pouvais me passer d'avoir fait un récit, parce qu'en fait, mon récit, il est pas très intéressant. Des gens comme Bégodeau ont un peu fait mon récit. Mon récit, c'est parents classe moyenne, bon élève, CDI, bibliothèque, voilà. Enfin, lui plus le rock, moi plus, je sais pas, le diabolo quand j'avais 20 ans. Enfin, le vélo. Voilà. Le vélo. Non, mais plus tard. Enfin voilà, on pouvait faire ce récit comme ça, mais notre récit de soi, il n'est pas très intéressant. On est grosso modo des bons élèves qui ont eu un gros fantasme de devenir Victor Hugo quand on avait 13 ans, et on a tout fait pour devenir Victor Hugo. Et puis quand on se rend compte un peu sur le tard que c'était un rêve un peu ridicule et puis un peu anachronique, etc. Donc je pense que il y a plein d'écrivains, ça leur suffit en fait d'être Victor Hugo, qui sont d'une sorte d'idolâtrie bourgeoise. Être Victor Hugo, c'est super au 19e siècle, mais être Victor Hugo, voilà. Donc on est dans une sorte d'idolâtrie bourgeoise de la littérature. C'est pour ça que je parle de ces romans qui sont plus des récits. Là, c'est quand même le média littéraire qui se retourne contre lui-même et qui accouche d'autre chose que d'un petit conservatoire bourgeois. Mais c'est une question qui est beaucoup plus profonde et qui concerne le statut de l'art. C'est que sur le long terme, l'art, c'est quand même le sous-produit de la bourgeoisie. On ne peut pas totalement distinguer le problème de l'art et le problème de la bourgeoisie. Donc on peut faire de l'art anti-bourgeois, mais en dernier lieu, les deux se sont développés ensemble. Et la bourgeoisie, qui était d'un côté très brutale, et de l'autre côté, l'excuse de sa brutalité, c'est que... elle fait des belles choses. Voilà, les directeurs de mines, ils avaient des pianos, et puis ils étaient bons en piano, et puis ils jouaient vraiment du piano. Voilà, il y a un moment, c'était vraiment de l'art. Et donc, on peut être marxiste et considérer que abolir tout ça et dire que ce machin, et on a raison de l'être, mais il faut quand même observer que l'art est le complice de ça. Donc on a un statut un peu de faillot. Et en même temps, moi j'aime bien l'art et je peux pas totalement critiquer cette culture de l'âme sous serre qu'est l'art. Et c'est vrai qu'en plus, ça a été très critiqué au XXe siècle avec tous les mouvements modernes, tous les mouvements d'avant-garde ont essayé de casser cette image et de dire qu'en fait les artistes ne devaient pas être des bourgeois, devaient être autre chose, etc. Et il y a eu une sorte de réaction. Et moi, quand j'avais 20 ans, il était plutôt de bon ton de détester le XXe siècle. Et donc j'arrive dans un univers un peu réifié ou beaucoup plus réactionnaire qu'il devrait être. Et donc voilà, c'est mon explication pour pourquoi la littérature, elle est un peu... Et en fait, c'est marrant parce que tu donnes une explication en dehors des idées politiques qui est vraiment... socio-psychologique, quoi, d'un rapport à l'art, d'un fétichisme et presque d'une sorte de bulle. Et d'ailleurs, on le voit dans ton bouquin, c'est vraiment l'exploration, on va dire cruelle, de la psychologie de cette bourgeoisie. Alors là, plus que littéraire, là, même si elle l'est en partie, qui est autant politique, philosophe, littéraire, etc. Et on pourrait dire, on pourrait presque avoir, quand tu es un peu de gauche radicale, les explications psychologiques. Souvent, tu t'en méfies un peu. Tu vois, tu as un réflexe un peu de rejet. Et en même temps, moi, je trouve que les bourgeois aiment tellement aller chez le psy et parler de leurs problèmes que ne pas expliquer leur position politique, notamment par la psychologie, semble être une erreur, quoi. Et perso, dans ton livre, c'est ce que j'ai beaucoup... C'est ça qui m'a passionné. Il y a ce côté du décortiquage et surtout de leur hypocrisie et de leur médiocrité, quoi. Sur Laurent Bouvet, c'est... vraiment très très dur, quoi. Tu parles vraiment pour que les gens, pour parler un peu du bouquin, tu le présentes comme quelqu'un, une sorte de semi-habile de salon qui a cru devenir une sorte de chantre du pouvoir dans l'obscurité, de faire bouger les lignes en interne, ce qu'il n'était pas vraiment. Et paradoxalement, à force de se croire ça, il a réussi à avoir un vrai effet politique tout en étant nul à chier.
J'ai l'impression que c'est de ça un peu que tu parles. Genre, c'est quelqu'un de mauvais qui a fait beaucoup de mal, quoi. Il y a une... Il y a une hypothèse que j'essaie de développer dans le bouquin parce qu'il y a une scène de dîner chez des gens qui ressemblent un peu à une conférence de rédaction parce que c'est des journalistes et personnage fait de l'entrisme un peu dans ces dîners et il a cette révélation, je pense une révélation définitive sur le concept, un peu comme ça le cliché du dîner parisien. Un dîner parisien, on sait qu'on ne parle de rien mais on sait que c'est réussi si on nous réinvite et plus on parle de rien, plus on nous réinvite. Donc c'est un lieu de validation sociale. Donc on aime bien faire venir des snobs parce que les snobs c'est des instances de validation sociale, ils trouvent que le monde est bon et par contre on va pas parler des vrais sujets politiques ou alors oh là là, Marine Le Pen va gagner si on fait rien dans 3 ans. Enfin voilà, des sortes de trucs très abstraits comme ça. Et par ailleurs, ça ressemble un peu aux conférences de rédaction. Parce que c'est aussi, voilà, les deux sont entremêlés. Après, je découvre rien en disant ça, mais j'essaie de mettre en scène cette espèce de médiocrité qui, en dernier lieu, est du conservatisme, tout simplement. Voilà, c'est une sorte de conservatisme. On trouve que quand on arrive au stade où on peut rentrer dans les médias et où on est invité à des dîners un peu prestigieux avec des invités célèbres, qu'est-ce qu'on changerait en fait? C'est fait. Et en fait, il y a un truc moi que je trouve marquant dans le livre, c'est que tu montres, alors c'est peut-être justement la force du roman aussi de pouvoir cacher ça et tout, mais tu montres comment des grosses décisions politiques sont parfois juste des problèmes d'ego, des blessures d'ego, pour parler du personnage principal, qui est une caricature de Bouvet, où il y a aussi ce truc de je me voyais génial, avoir ça c'est souvent le destin de personnage. Vous voyez une sorte de directeur de Sciences Po voilà. légendaire. Et qui découvre que y a cette mode d'aujourd'hui d'inclure les femmes, d'inclure les noirs, d'inclure les arabes, et donc de se dire quoi, je ne vais pas être la nouvelle révolution littéraire, philosophique, éditoriale, peu importe, ça peut pas être moi parce que je suis juste un homme blanc, bourgeois, assez triste, assez commun dans ce genre de milieu. Et donc il y a souvent ce truc là dans le livre, une sorte de rappel de ah mais en fait Enthoven ici ça se voit, il a pas assez une bonne note à ses yeux au bac et ça explique beaucoup de ses obsessions d'aujourd'hui. Et c'est ça, Laurent Bouvet, ça parle de, tu parles à un moment, je sais plus quand tu le dis, mais de ces élèves voilés qui ont l'outrecuidance d'être des bonnes élèves un peu, d'avoir des bonnes notes et d'être intéressantes et qui le supportent pas quoi. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des médias et une gauche qui a légitimé l'islamophobie parce qu'un prof avait des meufs un peu trop intelligentes pour lui et ça l'a mis en colère. Est-ce que c'est pas un peu trop simpliste? Est-ce que ça suffit? Y avait ce truc, alors j'essaie un peu de me mettre de leur côté. Il y a un moment où les socialistes anticléricaux n'ont pas compris que ils ont pris les meufs voilées qu'ils avaient face à eux dans les rues ou je sais pas dans les cours comme un bug hyper grave du logiciel républicain. C'est la séquence du voile de Creil, etc. Eux, ils avaient une sorte de théorie. Ils voyaient pas en fait l'impensé colonial de leur théorie. C'est qu'en fait ça avance et puis on se sécularise et puis on abandonne la religion et puis on va dans des MJC et puis voilà, c'est parti. Et donc, ils l'ont vraiment vécu au premier degré comme un scandale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un scandale qui est hyper facile à déconstruire. En fait, on peut totalement expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un regain de la religion chez des personnes racisées issues de l'immigration. Enfin, sur la sociologie, elle est là pour ça. Et eux l'ont vu comme une crise civilisationnelle majeure, quoi. Et déjà, ça cachait un impensé qui est fou, c'est qu'ils étaient totalement sécularisés. Mais quand arrive une religion qui n'est pas la religion à laquelle ils ne croient plus parce qu'ils sont sécularisés, ils commencent à dire en fait les musulmans vont prendre la place des catholiques. Et d'un coup ils se mettent, alors, tout en restant anticlérical, à avoir un peu de nostalgie. Et donc ils se refabriquent tout un logiciel de pensée. Ils partent plutôt d'une bonne intention au début, ils fabriquent un logiciel de pensée qui, au final, refabrique du choc des civilisations. Donc ils sont totalement perméables aux idéologies complotistes de type Rabia ou de type Grand Remplacement ou de type les frères musulmans sont partout et veulent prendre le pouvoir en Europe, genre tout de suite. Ils deviennent des vieux boomers complotistes. Ils n'ont aucune protection par rapport à ça et ils se mettent à déraisonner complètement. Et au final, moi, je m'amuse avec ça, c'est que c'est des gens qui viennent plutôt de la gauche, mais l'imaginaire de la croisade, qui est un imaginaire qu'on voit un peu actif à l'extrême droite, en fait, ils l'accréditent un peu, quoi. Donc, alors, au mieux, si on est généreux avec eux, disons qu'ils reviennent à la gauche Jules Ferry, quoi. Républicanisme et colonialisme. C'est ça, il y a voilà. Et il y a un autre paradoxe, c'est qu'il y a un des chapitres du livre où le personnage principal, il va sur BuzzFeed. Et il est choqué parce qu'il voit un top 20 des femmes inspirantes et il est en mode oh, il y a quand même beaucoup de voilées dedans. Et après, il voit top 20 des personnes trans dans les séries. Et du coup, son cerveau, il explose en mode mais comment c'est possible de lier les deux? Qu'est-ce que fait cette nouvelle gauche? Et c'est ça aussi, c'est une des pistes parce que
il y a ce truc de la laïcité, de « oh mais la laïcité a toujours été le progrès, il faut lutter contre la religion qui opprime et tout, etc. » Mais il se retrouve aussi anti-woke, anti-LGBT, anti-féministe. Donc c'est ça qui est précis en plus. Et comme il est un peu bizarre, il connaît bien l'histoire politique et il sait l'importance qu'il y a eu dans l'arrivée des néoconservateurs américains et de ce gros courant extrêmement puissant qui donne aujourd'hui Donald Trump et un parti républicain très très à droite, qu'ont eu les paniques morales américaines dans les années 80. Donc, backlash après les années 70 où la gauche est plutôt le vent en poupe, backlash antiféministe. Il y a les bouquins genre Alan Bloom, un grand intellectuel qui écrit L'âme des armées pour expliquer en dernier lieu que on a affaibli l'âme américaine quand on a mis des quotas de noirs à l'université. Voilà. Et donc, il sait que ça existe, il a une culture politique, il sait que ces paniques morales existent. Et là, en fait, devant BuzzFeed, il se dit putain, yes, une panique morale de gauche. Et il se dit, en fait, avec cette espèce de perversité et de génie politique, il se dit ça, on va pouvoir l'exploiter. Et ça n'a pas manqué, en fait, cette espèce de grand chaos intellectuel qui donne les dénonciations du wokisme, de la déconstruction, etc. Je pense que ça a été un peu fabriqué par ces intellectuels qui se sont dit, là, on tient quelque chose. On tient quelque chose qui va être potentiellement fédérateur pour notre camp. Et c'est cette histoire qui est infernale. Je pense que la raison profonde pour laquelle j'ai écrit le livre, c'est que j'en pouvais plus que la gauche se prenne des leçons de vraie gauche par des gens qui étaient plus à gauche depuis longtemps. Que la gauche se fasse soit en guerre contre la droite, c'est déjà un gros boulot. Si en plus elle est en guerre contre une gauche pénible qui dit qu'elle est devenue raciste, etc. Et c'est marrant parce qu'à la base, ça vient plutôt d'intellectuels de gauche dire les racialistes sont les vrais racistes d'aujourd'hui, machin. On a vu l'autre jour, je crois, Rokhaya Diallo qui se faisait contrer sur un plateau parce qu'elle avait eu le malheur de dire le terme racisé et genre tout le monde lui a hurlé dessus comme si elle avait dit à Hitler et c'était délirant. Et plus près de nous, on voit Bruno Retailleau, je sais pas si vous avez vu la vidéo, qui essaie d'articuler avec... On sent quand même qu'intellectuellement ça tourne pas très très fort et il essaie d'articuler enfin il a des éléments de langage mais les antiracistes c'est les vrais racistes d'aujourd'hui. Et en fait, il est le ventriloque d'intellectuels sur un arc qui va de Pascal Bruckner qui pensent qu'ils sont encore à gauche, enfin en tout cas qui viennent de la gauche, un arc qui va de Pascal Bruckner à Raphaël Enthoven, qu'ont fabriqué ces éléments de langage. Et quand la vraie droite revient au pouvoir, bah, elle en peut plus, quoi, parce qu'elle a une boîte à outils prodigieuse de concepts à utiliser. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que tu nous as dit au téléphone avant l'interview. Tu nous as dit que tu avais beaucoup de lecteurs socialistes, en tout cas qui ont lu le livre, tout ça. Et... Arrêtez, on va en parler. Je pense que c'est plus compliqué que ça en vrai. Et ça nous a interrogé aussi. C'est qu'on se disait avec Ras quand on lisait le livre, mais est-ce que ce livre il est vraiment pour nous, dans le sens où il nous fait plaisir parce que Enthoven. Après, moi j'ai singulièrement un plaisir de la contemplation de la bourgeoisie. Mais par ça, je veux dire, c'est que pas genre nous, il va pas nous intéresser, mais il serait encore plus intéressant à lire justement. Quand on a un profil peut-être justement quarantenaire, qui a souvent voté socialiste, qui pourrait trouver fort, plus séduisant, Mélenchon parle un peu fort, je comprends pas tout, Rima Hassan c'est étrange et tout, etc. Et on se disait, est-ce que tu as des retours de ce public-là aussi, de comment eux aussi vivent peut-être ces transformations-là du PS? Est-ce qu'ils sont en mode, ouais c'est vrai quand même que sinon ce qui est plus à gauche du PS c'est un peu woke, c'est un peu trop islamo-gauchiste? Ou alors ils sont en train eux aussi de faire leur deuil, de le digérer. Est-ce que c'est un truc que tu ressens peut-être en tant que génération au niveau de tes lecteurs, des retours que tu as? J'ai voulu défendre le Parti Socialiste l'autre jour à Boulogne. Quelle idée bizarre. Non, en disant quand même, en plus ça me permet de valoriser mon passé de travailleur. J'ai commencé comme des boulots d'été de magasinier dans des entrepôts de croquettes Royal Canin, et j'ai commencé à bosser à 39 heures, et quand les 35 heures sont passées, j'ai découvert qu'en fait je finissais à 17 heures tous les jours, au lieu de finir à 18 heures. Et je me dis, on peut critiquer le PS, mais il y a un moment, ils ont fait une vraie réforme, machin, dont on a vu, qui s'appelle les 35 heures, et je trouve ça hallucinant qu'on en soit encore réduit à critiquer les 35 heures, à dire que c'est 35 heures qu'on détruit l'hôpital. Et là, quelqu'un s'est un peu levé, un peu fâché, et m'a expliqué que les 35 heures, pour des raisons strictement économiques, ça ne pouvait pas aller, en fait. Oui, non, parce que n'a pas eu le gain de productivité. Il a fait une sorte de truc vraiment techno-socio hyper chiant. Et en plus, il n'avait pas raison, mais dans son registre de langage, il ne pouvait pas gagner parce qu'il a des bons arguments. Oui, on a pensé de monter en productivité, mais on n'a pas baissé en productivité. Donc en fait, au final, ça a appauvri le SMIC avec casse populaire. Oui, tu as fait un blabla libéral. Il m'a fait du Michel Rocard, en fait. Voilà. Oui. Et moi, j'étais plutôt sur des trucs un peu de marxisme de base. On a pris un peu d'argent au capital pour le redonner aux travailleurs. C'était pas super et on peut critiquer beaucoup de choses dans les années Jospin, mais il y a eu au moins ça, machin. Et peut-être c'est la dernière grande loi de gauche. Ce que j'adore, c'est que tu as eu l'impression de faire un petit cadeau au PS et tu as réussi à te faire engueuler. Et en fait, ouais, je me suis fait engueuler en mode non, mais la réalité économique, vous vous rendez pas compte. Et puis en fait, au final, c'est marrant parce que moi, ça m'intéresse ce logiciel parce qu'au final, ça déroule. Et ils arrivent.
très très vite à des impasses. Faut être productif, et puis machin, ou 700 €, machin, ouvrier chinois. Et puis en fait, ils arrivent en fait à une impasse systématique. C'est non, en fait, on va pas s'aligner sur les salaires de la Chine. Les salaires de la Chine, ils vont mettre longtemps avant de s'aligner sur les nôtres. Donc en fait, on a une énorme crise dans la gueule, et là, il y a pas de solution. Et donc la solution arrive, c'est Arnaud Montebourg qui débarque dans l'Orient. On va faire des usines en France, machin, on va imposer des taxes douanières. Et en fait, Les slips voilà, français. et voilà, ils tournent en boucle sur un machin, ils se rendent pas compte que à chaque fois leur problème, oui, enfin, on peut très bien fermer les frontières et revenir à un état du capitalisme. Déjà, on va pas le faire parce que le capitalisme s'ouvre et il y a une tension entre capitalisme et État-nation depuis le début qui est connaturelle à la situation historique qu'on vit depuis un siècle et demi. Mais ils y croient un petit peu. Ils y croient suffisamment pour... mais c'est là où il y a un génie socialiste. Ils y croient suffisamment pour que dès on frôle un peu des théories un peu révolutionnaires, disent... Tu les as fait se lever, là. Calmons-nous. T'as dit théorie révolutionnaire, toute la salle se lève. Ils sont prêts. Ouais. Mais eux ont des arguments pas très bons, mais voilà, ils veulent pas faire le pas. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans le Parti socialiste, c'est que c'est le parti, si on prend l'histoire sur le temps long, c'est la section française de l'Internationale ouvrière, grosso modo, c'est ceux qui disent on arrête la révolution autour de 1900, etc. Et c'est une histoire que je trouve hyper intéressante. Et parce qu'en dernier lieu, et c'est pour ça que je pense qu'en dernier lieu, je sauve les socialistes, c'est que le vrai socialisme n'a aucune limite sur le progrès humain. Il est pour l'abolition du travail, enfin, il est pour l'abolition du patriarcat. Il n'y a pas de... Alors, les mauvais socialistes, genre les socialistes un peu à l'achevènement, à la Manuel Valls, ils ont des curseurs très, 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 très à droite. Mais le socialisme en lui-même, il veut juste qu'on refasse pas la terreur, qu'on refait pas Robespierre, on refait pas 1917, voilà. T'es sûr? Je sais pas, bon, oui, tant pis. Mais voilà, dans l'absolu, toutes les évolutions sociales, ouais, mais du coup, si tu... Bon, on va pas dire la terreur, parce que bon, voilà. Mais ces évolutions, c'est là aussi le vrai point de discorde avec ces socialistes-là. C'est pas forcément l'idéal, c'est que c'est les moyens pour l'atteindre, on en revient à ça. Et en fait, surtout, moi, j'ai l'impression que renoncer aux moyens les plus radicaux pour atteindre cet idéal que tu décrivais d'abolition du travail, du salariat, quand tu réfléchis pas radicalement à comment y arriver, tu finis par arrêter de réfléchir radicalement au sujet même auquel tu voulais arriver. Parce que tu vois, moi j'ai l'impression que même si au fond d'eux, et je parle du PS d'aujourd'hui, il y a encore cet idéal peut-être chez certains d'abolition du travail, d'abolition du patriarcat, etc. Le côté sclérosé de leur logiciel stratégique leur fait même arrêter d'espérer pouvoir arriver à cette abolition. Et du coup, ils sont obligés, vu qu'il y a un vide idéologique, ils sont en mode j'ai pas les moyens politiques, stratégiques d'arriver à l'abolition du travail, et ben je renonce à l'abolition du travail, et là je commence à créer un tout nouveau logiciel. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un clash. Genre, je comprends la réhabilitation que tu veux faire d'eux, mais j'ai l'impression que c'est exactement ce problème qui fait qu'ils pensent mal, tu vois. Non, mais alors, pour aller dans ton sens, c'est même pire que ça. C'est que dès qu'il y a des formes d'activisme nouvelles, ils paniquent. Oui, en plus. Ouais. Voilà, oui, il y a un côté. C'est vrai. Il y avait quand même une articulation politique à penser. Il y a quand même une séquence politique. Adhésion sociale massive aux manifestations contre la réforme des retraites et émeute suite à la mort de Naël. Et il était quand même possible de penser, de fabriquer une pensée politique où les deux étaient unis. Mais la gauche, tout de suite, c'est hyper inquiété. Enfin, la gauche, non, il brûle les bibliothèques, machin, voilà. Et donc, il n'a pas du tout été possible de penser. Et donc, c'est vrai que c'est une forme d'activisme brusque, mais bon, il est de la nature de l'activisme de faire irruption dans le réel. Et c'est vrai que, et on le voit aussi, donc sur les questions, on revient au vertige MeToo, mais voilà, sur les questions MeToo, d'un côté, il y a un bon activisme et puis un mauvais activisme, etc. Donc oui, ils ne sont pas très très forts non plus en grammaire politique. C'est des bourgeois sympas, en fait, les socialistes. C'est un peu le problème. Tu les trouves sympas? Putain. Non, je plaisante. Voilà, c'est la France sympa des bourgeois. J'ai compris, t'inquiète. Non, mais d'ailleurs, je me demande si... j'en ai dans ma famille, enfin voilà. Ouais, mais moi, t'inquiète, moi j'en connais des biens. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Arrêtez, ça va, les couches-pattes, là, insupportable. Oh là là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, quand je lis ton bouquin, déjà, il y a ce truc où mon premier instinct, c'est ça, c'est de dire les socialistes aujourd'hui qui remettent en cause la période Hollande, pour le dire de manière très large, ce bouquin-là va leur permettre de faire un bilan aussi, notamment sur la question du totem républicain,
du totem laïque, du rejet justement de l'activisme, etc. Et après, je te vois face à Olivier Faure sur un plateau, et Olivier Faure, qui a signé la tribune du printemps républicain qu'il y avait eu à l'époque, etc., arrive à te dire que le printemps républicain n'a eu aucun effet au PS, à part peut-être Manuel Valls. Bon, il a juste été Premier ministre, genre ça va, c'est pas un effet si important que ça. Non, mais il dit ils sont partis, il y en a plus vraiment. Oui, c'est ça, nous c'est plus ça. Et après, le journaliste... En même temps, il dit que la laïcité c'est ce qui est le plus important et qu'il faut l'économie de marché. Enfin, et le journaliste lui demande, mais du coup, vous avez signé la tribune du printemps républicain? Ah, mais je la re-signerai. Tous les jours, je la re-signe. Et après c'est vrai que peut-être les gens étaient un peu bizarres. Et je trouve ça et toi, t'es devant, t'es un peu médusé, ça me fait rire. Et puis surtout, il y a ce moment, après, il bascule dans le travers un peu gauche morale. Il sort le cas de, je sais plus, quelqu'un qui était actif au moment du Bataclan, etc., mais qui est sous un ordre d'expulsion du territoire, machin, et il dit, ouais, bah, genre, comme le type qui avait sauvé quelqu'un en montant d'un balcon. Ah oui, oui. Il dit, voilà, il y a quand même... Il y en a des bons. Voilà, et c'est vrai qu'il il est embêté parce qu'il j'aime bien les frontières, mais pas toutes, pas trop. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose. En fait, ils sont très embêtés. Hein, ils n'ont pas de. Mais ils n'ont pas de parce que faire, tu vois, faire le bilan des années printemps républicain au Parti socialiste paraît impossible. Tu vois, genre j'ai l'impression que l'espace politique est bouché. Tu vois, bah. et justement que ton roman devrait servir à ça. Et c'est pour ça que tu posais la question. Après, est-ce que le roman ne nous sert pas justement à nous rendre compte pourquoi ils sont bloqués? Parce que c'est vrai que quand on lit les pages du roman et qu'après je vois Olivier Faure et qu'il est là à dire ouais, mais c'est vrai qu'il y a ce gars-là qui a sauvé des gens et qui maintenant a une OQTF et quand même il faut montrer qu'il y a des gens bien aussi chez les migrants. Bah, tu vois toute la pensée colonialiste de gauche. Tu vois tout le logiciel de celui-là, il est bien. Et de la laïcité qui l'empêche de prendre conscience de plein de trucs politiquement. Et donc tu sens qu'ils sont enfermés là-dedans et qu'ils vont avoir du mal à en sortir. Donc, tu vois, à la limite, ça répond à la question que je disais au début. Peut-être que c'est fait pour nous aussi, pour qu'on arrête vraiment de croire que... Plutôt que sauver le PS, tu vas sauver la gauche de l'alliance avec le PS. Moi, ça me va. Attends, ça se trouve... Toi, d'ailleurs, NFP, tu penses... Est-ce que tu faut continuer à travailler avec le PS ou pas pour toi ? Après avoir écrit Le dernier jour du Parti socialiste. Non, mais déjà, je fais partie des gens qui ont été surpris que ça tienne aussi longtemps. Voilà, donc un peu respect. Je n'ai pas trop de position dogmatique. Disons oui, tu n'es pas obligé de répondre. Hein, non, mais disons que voilà, c'était plutôt le bon coup à jouer. Ça a permis un barrage républicain. Bon, voilà, pour le coup, il n'y a pas eu. Ils n'ont pas totalement. Ils ont manqué de cynisme. Ils ont manqué de cynisme politique dans la dernière ligne droite, quoi. Moi, je pense. Cynisme. Je pense qu'aurait été marrant, mais c'était compliqué. Il fallait qu'il valide Cazeneuve et en fait qu'il fasse une motion de censure aussitôt, mais en scred. Mais bon, voilà, c'était un peu. Toi, t'es dans des complots de complots. C'est là qu'on revoit l'écrivain du complot. Un peu... Non, mais moi, je reviens sur ce que tu disais par rapport à la défense de la République et de la nation. En fait, en dernier lieu, leur problème, c'est qu'ils veulent défendre la grandeur nationale. Et ça, ils en sortent pas, ils en sortent difficilement. Ou ils en sortent en disant, ils sont pas pour la grandeur nationale, c'est pas des nationalismes. Ils disent bon, quand même, on a un ensemble de valeurs. Et puis là, d'un coup, il y a la laïcité, les droits des femmes, etc. Ils sortent des valeurs. Ce serait quand même des valeurs. Si on tombe dans le grand bain du monde, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais ça, on tient vraiment à cœur de les défendre. Et en fait, ils essentialisent des choses et ils sont empêchés d'être solidement internationalistes. Mais c'est hyper dur d'être solidement internationaliste parce que ils adorent en fait. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'érotique des attentats. Ils adorent quand il y a le grand autre du monde méchant qui vient nous envahir et nous frapper en plein Paris. Ça fait partie d'une rhétorique qui est très glamour en fait intellectuellement pour eux. Et tu penses que encore aujourd'hui on a les effets de parce que pour remettre dans le contexte, le printemps républicain se sert du moment des attentats comme boulevard politique pour émerger, notamment cette première tribune du printemps républicain qui est un peu son acte de naissance qu'a signé, ça a été signé très largement parce que à l'époque personne se disait que c'était une mauvaise idée de défendre la France contre les terroristes. Il y avait un saisissement national partagé par à peu près tout le monde, qui aujourd'hui a été très largement critiqué par la gauche radicale, par en fait l'instrumentalisation des attentats au profit de politiques réactionnaires, islamophobes, etc. Et donc ça, le PS n'a pas encore fait le bilan. Les gens du Parti socialiste se sont pas encore rendus compte qu'ils sont encore obsédés par ça, tu penses ? Ouais, obsédés, je sais pas si c'est le mot, mais... Non, oui, là c'est trop fort pour eux, en fait, ils y arriveront pas. Enfin, il y a des fantômes de ces années-là, il y a Delga, il y a Hollande qui est revenu, enfin, ils ont en plus, au sein de leur groupe parlementaire, ils ont des gens qui
ne savent pas penser à ça et ne peuvent pas penser à ça. Puis il y a toujours ce truc très gênant d'entendre un peu de Valls, Cazeneuve à Hollande, des gens qui racontent un peu la grande séquence des attentats, en mode, vous étiez quand même, on va pas dire que c'est directement votre faute, mais vous avez quand même, à minima, péché par incompétence à ce moment-là, quoi. Alors qu'en plus... Et à aucun moment, et donc l'essentialisation de l'attentat leur permet de pas faire du tout ce travail, peut-être de faire des commissions pour dire qu'il y a eu des manquements de sécurité majeurs. Donc, c'est même l'inverse, c'est quand tu regardes François Hollande, en vrai, c'est horrible à dire, ça sauve son mandat. C'est ça. Dès qu'on lui parle il a touché l'histoire. Quoi. Voilà, et dès qu'on lui parle de son bilan, il est en mode n'oubliez pas qu'avec Manuel Valls, nous avons traversé cette période très difficile des attentats. Ce dont je ne doute pas. Genre, je veux pas que les gens croient qu'on est des gauchistes qui trouvent ça pas grave, etc. Parce que des fois, c'est l'image que l'extrême droite veut donner. C'est pas ça la question. La question, c'est que, comme tu dis, à un moment donné, le rôle de l'État, normalement, c'est de savoir réagir à ça. Et de fait, eux, plus que réagir, ils s'en sont servis pour avoir une méthode de gouvernance encore plus autoritaire. Et les lois sécuritaires, avant de tomber sur les terroristes, sont tombés sur des militants écologistes, sur des associations contre l'islamophobie, etc. Quoi. Ouais, ils sont servis de ça, ouais. Et aujourd'hui, on arrive à avoir un truc de Hollande, faut être gentil avec lui quand même, parce que c'était pas facile. C'était carrément dit par Valls dans le bouquin, tu sais, sur Hollande, là, sur les secrets de... Je sais plus comment il s'appelait le livre, mais... Un président ne devrait pas dire ça. Un président ne devrait pas dire ça. Où dedans, on a Valls qui explique que oui, bon, les attentats terroristes, j'en ai eu en Espagne. Je sais qu'on n'en peut rien faire pour les déjouer. S'il y a un fou avec une bombe dans sa sacoche, on ne peut rien faire. Par contre, c'est très pratique, la loi sécurité, pour qu'on puisse museler les militants écologistes, qu'on puisse interdire des choses. Le totem de l'ultra-gauche. Donc, en fait, c'était même carrément assumé. Et dans le livre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a le passage où il y a Charlie. On voit la différente psychologie ou cette approche cynique de l'événement. Presque, je pense, dans la salle, tout le monde a en tête l'image de Pujadas qui voit les 2 tours du 11 septembre, qui est énorme. Génial. Trop bien. Nous, quand on a vu la dissolution et qu'on s'est dit, les lives, ils vont être bien au mois de juin. J'ai compris Pujadas ce jour-là. Non, moi j'étais triste, les gens, vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. Mais blague à part, où tu as ce truc où quand il se passe Charlie, et notamment même le truc de Charlie, moi il y a un truc qui me fait rire, c'est le moment où, parce que tu joues beaucoup justement sur Onfray et Enthoven, qui se retrouvent au même endroit, mais pour des raisons psychologiques différentes. D'accord, Onfray et Enthoven, les 2 personnages philosophes avec... oui, Frayeur et Taïwan. Attends, des fois, nous, on a des doutes sur les personnages... Non, mais j'ai je crois, d'obscures obligations juridiques où je sais bien que je dise que c'est pas vraiment eux. Ah, mais c'est pas Onfray et Enthoven. C'est composite. Mais vous avez le droit de le dire. Ah, ok, très bien. Donc à 6 millions frais. Voilà, voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent au même endroit, mais en essayant à chaque fois qu'ils pensent de manière un peu opposée. Et au moment du truc de Charlie Hebdo, il y a cette phrase où genre t'as Enthoven qui est en mode ça y est, c'est devenu hype. En fait, le Charlie Hebdo qui était un truc qui se vendait plus redevient hype et j'ai envie d'écrire dedans parce que c'est hype. Et Onfray dit ça y est, c'est enfin subversif à ma hauteur du vilain petit canard que je suis. Donc à chaque fois, on voit ces ramifications psychologiques et politiques qui font qu'ils vont se placer autour de ça. Je pense que clairement pour Valls et Hollande, c'était l'impossibilité de reconnaître l'impérialisme de la France et ses ingérences dans les affaires étrangères et tout, et de plutôt dire c'est du terrorisme, les gens sont en train de mourir et c'est comme ça. Et de l'autre aussi dans les personnages médiatiques, de voir à quel point ils ont cet appétit-là immédiatement de se dire super, on va pouvoir l'utiliser pour se mettre en avant, pour en dire quelque chose, faire gagner mes idées. Ça, c'est le personnage principal qui dit ça y est, génial, je vais pouvoir enfin convaincre les autres de gauche qu'il faut être laïque, il faut être islamophobe parce que c'est ça le vrai ennemi. C'est l'indécence de l'impossibilité du deuil pour la gauche parce que tu as d'un côté la gauche radicale qui direct se méfie et du coup s'oblige à ne même pas pouvoir, on va dire, se regretter les attentats avec ceux qui en profitent, quoi. Je sais pas si c'est ça que tu as essayé de raconter. Là, sur les attentats, ce que je voulais raconter, c'est que la naissance du printemps républicain, c'est quasiment... Eux ont dit que c'était une réaction politique et ça évitait, je sais pas, des pogroms anti-musulmans en France et qu'au moins ça avait une traduction politique, etc. Mais en fait, en vrai, si les attentats étaient un acte quand même stratégique de la part des terroristes, ils avaient quand même comme vocation à fabriquer un truc aussi débile que le printemps républicain en face, qui croyaient vraiment au choc de civilisation. On leur donnait un adversaire rêvé. Et moi, c'est ces jeux qui m'ont toujours amusé, c'est les intellectuels d'extrême droite qui lisent le Coran hyper littéralement.
pour dire en fait, regardez, Mais machin. ils sont encore plus littéralistes. Voilà, ils sont fondamentalistes. Voilà, En fait. ce sont des fondamentalistes. Donc en fait, c'est deux types de fondamentalisme face à face qui sont et donc en dernier lieu, eux qui se pensent comme une une issue politique aux attentats, ils sont la vraie conséquence. Les attentats n'avaient pas pour vocation de tuer 100 personnes en Paris, ça c'était secondaire. La vraie vocation, ils avaient vocation de fabriquer de durcir la position française et de faire en fait qu'on passe d'une république démocratique normale à la pointe avancée d'une lutte de choc des civilisations, quoi. Ce serait... Ce que tu dis est hyper vénère. Hein. Bon, tant mieux, moi ça me va. Mais je les vois rigoler là-haut. Mais et du coup, aujourd'hui, on voit bien que ça dépasse le Parti socialiste, parce que en fait, en réalité, nous on a tapé sur fort, mais les tenanciers de ce truc-là, aujourd'hui, c'est Macron. C'est son gouvernement de droite, gouvernement Barnier, on a vu Retailleau, etc. Et notamment ce qu'on appelle le fameux concept du macrono-lepénisme. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est pas ça la vraie victoire du printemps républicain? C'est l'émergence de cette alliance centre-extrême droite de plus en plus visible et de plus en plus légitime, notamment à cause de tout ce qu'on a détruit, de tous ces trucs-là, quoi. On n'a pas parlé de l'autre grand concept. Il n'y avait pas que l'islamophobie chez Laurent Bouvet, il y avait aussi le concept d'insécurité culturelle. Et donc, en fait, il a pris un concept qui est totalement un concept lepéniste, qui traverse encore comme un fantôme la pensée politique. On voit qu'un certain Ruffin n'est pas totalement loin de ça dans sa vision d'un peuple de petits blancs qui souffre quand même de l'existence des Arabes et qu'il n'est pas bien en lui-même et qu'il faut l'aider à pas être raciste et que la seule façon de l'aider à pas être raciste, c'est lui-même qui va réconcilier la France comme ça, comme une sorte de nouveau De Gaulle. Donc ils ont aussi, enfin voilà, il y a eu aussi toutes ces thématiques qui venaient de la droite et qui n'étaient pas trop exploitables. Et c'est vrai que le Parti socialiste, à un moment, on lui reprochait vous êtes angélique, vous savez pas parler de l'immigration, machin. Et alors, je dis pas que c'est bien de parler d'immigration, etc. Mais par contre, il savait pas en parler. Et le Printemps républicain lui a donné les bons éléments de langage pour réussir à parler d'immigration. On va pas appeler ça l'immigration, on va appeler ça l'insécurité culturelle. Et donc, en fait, on arrive à une victoire où sur la malheureuse affaire philippine, la question des OQTF. Grosso modo, c'est une affaire qui concerne le patriarcat tout seul. En fait, c'est une affaire, et on voit que même la presse de gauche s'y est mis cette fois-ci. Même Roussel. Notamment. On n'est pas totalement là, surpris. Il est en mode, oui, bon, ok. Bon. Mais voilà, et donc en fait, voilà, ils ont gagné. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté, ce serait la queue de comète de la domination intellectuelle de la gauche, c'est que la droite, quand même, jusqu'à peu, continuait à penser que la gauche intellectuellement était un peu meilleure qu'elle. Et donc là, sont arrivés des intellectuels de gauche. Mais on parle de Laurent Bouvet, il faudrait aussi parler de Michel. En fait, c'est des gens qui sont venus de la gauche et qui sont arrivés avec un logiciel clé en main. Et comme les idées elles venaient de la gauche, ça allait en fait. Elles étaient purifiées de leur parfum nazi. Voilà. Ils ont rendu respectable le concept d'insécurité. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que tu disais tout à l'heure, au fond, si beaucoup d'écrivains virent à droite, c'est que c'est des bourgeois et que c'est une logique bourgeoise. Est-ce que là, on ne voit pas toute la bourgeoisie finalement aller vers l'extrême droite ? Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le discours de l'extrême droite, notamment du RN, c'est grave le truc de les intellectuels de gauche, le monde parisien de gauche, le bobo de ville de gauche, qui sont tous riches, tous machin, ils pensent woke, ils pensent antiraciste, ils pensent féminisme et tout, etc. Et le vrai peuple est raciste et laïcard, il s'inquiète et trucs. Mais en fait, tu regardes, c'est tout le champ bourgeois, culturel et médiatique, qui venait un peu de gauche avant ou qui était déjà bien à droite, il se radicalise. Parce que même Houellebecq, c'est ça, ou même Houellebecq, au final, il passe d'un auteur quand même, on pourrait dire de droite et tout, etc., à un auteur de plus en plus d'extrême droite, pour un lectorat d'extrême droite. Donc tu as cette impression qu'au final, c'est ce champ-là, des gens que les fameux gilets jaunes que visait l'extrême droite, le fameux petit prolétariat blanc qui déteste les élites, au final, c'est eux qui produisent ce discours-là, quoi. Est-ce que toi, ça, c'est un truc, c'est une dissonance aussi qui t'a interpellé ? Ou, enfin, je sais pas. En fait, le problème de cet entretien, c'est qu'on veut autant vulgariser le livre que poser les questions. Du coup, moi, je suis... Par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant, par exemple, la question des bobos. Moi, j'ai essayé de mettre des bobos... des vrais bobos dans mon livre. Donc, c'est ce qu'on a appelé les bourgeois bohèmes. Ce sont des grands bourgeois qui sont libéraux. Et rapidement, les bobos, c'est plus du tout ça. Les bobos, c'est les gens qui sont profs à Montreuil
Et on a totalement changé la catégorie de bobo. Les profs à Montreuil, c'est pas des bourgeois. Les profs à Montreuil, c'est la classe moyenne. C'est les SP+, c'est le peuple qui vote. C'est le peuple. Non, t'as raison. Non, mais disons que c'est des petits bourgeois, c'est des gens qui votent PS, voilà, qui étaient le peuple. Oui. C'était le peuple de la gauche. Et d'ailleurs, c'est l'un des problèmes, c'est que la gauche l'a perdu largement. Et donc l'objet bobo à la base, qui était plutôt pour se moquer de ces aristos qui fumaient des joints sur des tapis persans, c'est devenu une arme de plus pour que la vraie bourgeoisie attaque les gens qui sont un peu à risque en fait, parce qu'ils trahissent, enfin ils disent un petit peu. Mais c'est pour attaquer tout ce qui était de leur milieu, mais qui veut pas vriller à l'extrême droite. Absolument. Et donc le bobo, c'est une façon de stigmatiser les gens de gauche. Et alors qu'à la base, c'était pas ça le concept. C'est clair. Ouais, de fou. Et puis on pourrait se dire que c'est des bobos de droite, les Enthoven. Ils ont leur panique islamophobe, ils ont leur manière d'en parler. Et c'est ça aussi qui est fascinant. Après, est-ce qu'ils sont bohèmes? Oui, peut-être. Mais ça parlait de Houellebecq. Est-ce que t'es le Houellebecq de gauche alors? Non, mais moi, très vite fait, parce que le truc, c'est que... Ça lui a pas... Je sais pas, ça t'a pas vexé? Non, mais en fait, j'ai imaginé quelqu'un qui écrit dans le bouquin, un romancier qui écrit une réponse à Soumission, donc le bouquin où il raconte la France devient une En fait, je veux pas en dictature parler islamique. parce que c'est la fin un peu. Oui, ça parle de ça. Mais oui. Alors, je parle d'autre chose. Non, tu peux y aller. Non, mais sur Houellebecq, moi j'ai écrit mon premier livre sur Houellebecq, j'ai mis longtemps à comprendre, parce que moi, j'essaie toujours d'exagérer le niveau de confusion de la génération. Je suis né en 1980, 9 ans, chute du mur de Berlin, années 90, succès du libéralisme, et en plus le libéralisme, à ce moment-là, fabrique Internet et les smartphones. Donc il y a eu un transfert très fort du registre du progrès vers le progrès technologique. Ça suffisait, le progrès technologique. Voilà. Donc, et à ce moment-là, Houellebecq arrive, publie Particules élémentaires en 98, et fait le procès vite fait de mai 68, et c'est plutôt marrant. Ça a l'air, sur le papier, plutôt marrant. Moi, je pense qu'en fait, le procès de mai 68, c'est un vrai problème de la gauche. C'est que la gauche n'a pas séparé le sociétal du social, et les rares moments d'utopie dans une histoire plutôt dominée par la droite sont plutôt à sauver qu'à critiquer. Donc voilà, Houellebecq publie les Particules élémentaires en 98. Et il fait 4 très bons romans, Houellebecq, jusqu'à La possibilité du Nil. Et après, moi, je le lâche à La possibilité du Nil, parce que je trouve que ses romans d'après sont moins bons, mais bon, on s'en fiche, tout le monde a le droit de faire des romans moins bons. Mais le vrai problème que j'identifie, et qui me semble le vrai problème, c'est qu'à partir de Soumission et des 4 romans d'après, de façon récurrente, il aura des personnages de militants identitaires de droite positifs. Et jusqu'à maintenant, il était dans une posture grand écrivain de droite, un peu célinien, un peu baudelairien. La civilisation s'effondre, c'est incroyable, c'est d'une beauté, la civilisation s'effondre, waouh, voilà. Et à la limite, pourquoi pas? Je suis pas d'accord avec cette posture. Voilà, je trouve que c'est une posture bourgeoise. On aime bien Houellebecq, t'inquiète. Ouais, on aime bien l'ancien Houellebecq. Voilà, mais c'est une posture. Non, mais c'est une posture, par exemple, qui est la posture littéraire de Chateaubriand, qui est un écrivain de droite. Non, mais ils n'aiment pas lire, c'est pour ça. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il introduit des militants identitaires positifs dans son bouquin, il n'est plus à contempler l'apocalypse, il dit juste, en fait, suivons les fascistes ont la solution. Et donc, en fait, il y a une bascule qui est la bascule qu'a eu Céline. Il pouvait trouver, malgré sa posture personnelle, psychologique, comme tu dis, de fascination de la décadence, tu pouvais quand même trouver dans ces bouquins ces auteurs de droite fascinants, parce qu'ils ont une manière de décrire un truc, c'est intéressant à lire, quoi. Mais il y a un moment où ça passe d'une sorte de fascination-répulsion pour Houellebecq, pour cette manière de décrire ça, à juste un rejet, parce que ça devient vraiment, comme tu dis, un agenda d'extrême droite et une valorisation et un encouragement vers l'extrême droite. Et je pense et pourquoi j'ai dit écrivain Houellebecq de gauche? Parce que je pense que il a radicalisé des gens, notamment du milieu de la culture, et il a rendu un peu cool, un peu subversif le fait de se nazifier, quoi. Genre, je pense que d'autant que c'était un écrivain, faut toujours le rappeler, c'était un écrivain qui jusqu'à La Carte et le Territoire, donc 2007-2008, est détesté par Le Figaro et défendu que par la presse de gauche. Donc il y avait un piège quand même. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'on pouvait se retrouver là-dedans au début. En fait, je pense qu'aussi c'est quand tu vois la première fois moi où j'avais lu où il décrit tout le côté ingénieur, comment ça peut ramener une masculinité triste avec un rapport à la sexualité triste, alors que tu pourrais être le grand gagnant, celui qui a un peu de thune en France, qui est blanc, tout va bien. Et quand je lisais ça, moi je me disais, c'est intéressant, ça dit quelque chose sur la masculinité. Oui, presque. Tu vois, je pouvais avoir mon angle progressiste presque, je sais pas comment dire ça, mais de lire le livre. Côté misérable. Et quand je vois aujourd'hui le rapport des incels, ce qu'on appelle les incels, c'est-à-dire vraiment les masculinités toxiques sur Internet et leur obsession justement pour le capital sexuel, pour la misère sexuelle, en fait qui ont pris ces choses-là très premier degré et tout,
bah, quand tu relis ça, il y a une forme de malaise. Alors dans Welbeck, au moins c'est sous la forme d'un roman, c'est un peu plus nuancé qu'un vendeur en formation sur Internet. Mais c'est là où je pense que tu as une forme de malaise. Et évidemment, à partir du moment où il se met carrément à écrire sur l'islam, ce genre de choses, en mode soumission et tout, là, tu es en mode, ah oui, d'accord, il a complètement vrillé. Et ça aussi, c'est là, parce que tu les décris parfois comme cyniques et tout. Est-ce que c'est pas aussi genre dans le but de vendre, tu vois? Moi, je vais faire des révélations intimes par rapport à Welbeck. C'est que j'ai pas quand je découvre Welbeck, j'ai 18 ans. Je suis pas totalement incel. Je ne suis plus puceau à 18 ans, mais j'ai pas beaucoup de sexualité. Oula! Attends, pause. Là, tu viens de flex devant beaucoup trop de gens, là. La suite, c'est qu'en fait, je vais découvrir assez tardivement que c'est quand même plutôt la norme de ne pas avoir beaucoup de sexualité à 18 ans, que la sexualité, ça vient un petit peu plus tard, etc. Sauf qu'à 18 ans, je lis Welbeck, je lis L'extension du domaine de la lutte, donc qui est en fait le roman d'un incel et qui est quasiment l'invention de la figure de l'incel. Et je pense qu'en fait, il y a un complot contre ma sexualité. Voilà. Alors, je suis pas débile, hein, j'y crois pas complètement, mais disons que ça te séduit, quoi. je passe d'une posture, en fait, je suis pas du tout victime, je suis absolument pas victime à 18 ans, même dans ma sexualité, en fait. Tout va bien, sauf que je suis séduit par quelqu'un qui m'explique que ce va bien n'est pas bien, et donc et après c'est à cause du féminisme, c'est à cause de l'immigration. Et là ça part. Voilà. Disons que je vais pas jusqu'à faire le truc, mais il a réussi à problématiser ma sexualité qui était faible mais heureuse de mes 18 ans. il a réussi à me la faire regarder comme un problème, et c'est ça qui est grave. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. De fou. Mais justement c'est pour ça que c'est aussi, j'ai l'impression, le pouvoir du roman. Et pourquoi nous, on était contents de t'inviter parce que t'as parlé d'Édouard Louis des récits. Là, on se prend de la fumée dans la gueule, ça me fait mourir de rire, pardon. Ça va faire turber. Le roman de gauche et le côté un peu performatif de Welbeck. Moi, je me rappelle que je me suis longtemps dit, putain, il nous faut un Welbeck de gauche. Parce que force est de reconnaître qu'il y a une puissance littéraire chez Welbeck qui a vraiment... qui est là et que tu peux pas dénier, et on a besoin de figures comme ça. Et est-ce que tu penses que toi tu veux écrire tes romans pour avoir un effet politique, ou est-ce que le roman est plutôt un moyen de faire de la politique sans trop y toucher, sans trop prendre de risques? Moi, ça fait 12 ans que je publie des romans. La situation a vachement changé en 12 ans. Il y a aussi quelque chose comme ça, c'est que j'ai l'impression d'être grosso modo le même romancier, mais mes problématiques, les murs se sont serrés. Et je me sens toujours... Je me suis rendu compte du moment où j'ai été chroniqueur pendant 3 mois, mais une fois par semaine, c'était horrible, sur BFM TV. Et un jour... Donc ça va, je suis sûr, il y en a, vous travaillez à McDo. Non, c'est pas pareil, pardon. Ok. Oh, l'argument de fou. Ça va, hein. Et donc, moi, j'ai un côté, j'ai cru au mythe du romancier qui peut tout dire. Voilà, j'ai cru que les gens m'aimaient bien, que je pouvais tout dire. Et un jour, il y a un imam qui est expulsé par Darmanin, qui en fait une affaire personnelle, etc. Le type est pas du coup recommandable, marchand de sommeil, enfin, il y a rien qui va. Mais j'ai le malheur de dire que, certes, il n'a pas la nationalité française, mais s'il a pas né en France, il a passé toute sa vie en France, il a rien à faire au Maroc, il faut qu'il reste en France, quoi. Et j'ai senti que le plateau s'est fermé, mais vraiment brutalement sur moi, et que là, j'ai fait... Mais l'affaire IQSM, c'est de ça que tu parles? Ouais, c'est ça. Et j'étais en direct, et je me suis vu, c'est très symbolique, là, mais c'est la première fois. C'est la première fois que j'ai senti, en fait, depuis le début, je me raconte des histoires, je dis pas ce que je veux, et j'ai trouvé l'endroit où en fait, fallait pas du tout. Et ça a été un petit traumatisme. Je l'ai même mis en scène dans le livre. Alors c'est pas du tout grave, hein, mais c'est le moment où d'un coup je me rends compte que. Alors est-ce que ma position a changé, ou est-ce que j'étais pas du tout lucide sur ma position avant? En fait, peut-être que c'est surtout que moi je pense que tu réponds à la question, c'est que il y a des choses que la bourgeoisie accepte de la part, tu sais, l'impression de la figure de l'écrivain un peu poil à gratter, qui peut se permettre des choses, qui a un peu ta mauvaise conscience, de gauche ou quoi, qui va dire des trucs un peu sociaux, un peu féministes. Mais il y a des sujets qui sont des no-go, et je pense que par exemple la question de l'antiracisme et singulièrement de l'islamophobie, c'est le truc qui peut te mettre le plus en porte-à-faux de la société. Et tu t'es fait virer après ça? Ou ça, juste, il y a un sentiment que tu as eu sur le plateau J'ai vraiment eu le sentiment, mais ça a duré une demi-seconde, de mourir. Mais je ne suis même pas fait virer. Je suis revenu la semaine d'après et tout allait bien. J'ai juste eu le sentiment de mourir. Non, mais d'être cancellé, de m'être auto-cancellé, en fait. Ouais, je vois très bien. Ouais, carrément, bien sûr. Et du coup, ça donne les derniers jours... J'aime beaucoup Michel Barnier. J'essaie de revivre la même chose.
Ici, je pense que ça va très mal se passer. Et du coup, ça donne ce bouquin qui a mis en colère tes anciens fans, la chronique de Eugénie Bastier, où elle est en mode cet ancien écrivain, ouais, ça y est, il est woke. Et woke, tu connais l'expression woke go broke ou pas? Go woke go broke, c'est un concept états-unien où les œuvres culturelles qui sont un peu trop de gauche ne marcheraient pas financièrement, censément, n'auraient pas de succès, etc. Et c'est un peu ce que sous-entend Eugénie Bastier en mode, bon, lui, ça c'est devenu un gauchiste, sa carrière est finie, il a trahi Saint-Germain-des-Prés un peu. En tapant mon nom sur Twitter tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui se réjouissait d'une liste de best-sellers des 20 meilleurs livres de la rentrée littéraire, disant Aurélien Bélanger, il est à sa place. Donc moi, comme un con, je tombe dans le panneau. Je fais, ah, c'est cool, je vends bien des livres. Et j'étais pas dans la liste, évidemment. En fait, c'était méchant. Je me suis rendu compte trop tard. Mais attends, justement, il y a tout un nouveau public, là. Ah. Tout un nouveau lectorat. Après, j'étais un peu complotiste, je pense que c'est une liste du Point et je pense que j'y suis, mais qu'ils m'ont pas mis. T'as raison. Ah, voilà. Un peu bas, mais j'y suis quand même. T'as la bonne réflexion. Parce que ça c'est un truc qu'ils adorent. Ils adorent montrer tout ce qui est de gauche comme un échec permanent. Et surtout, même ce que tu disais sur le côté de l'écrivain, où souvent l'écrivain, il a de l'autodérision vis-à-vis de lui-même, de l'ironie, ce genre de choses. Et toi, t'as ça, c'est-à-dire que on peut parler sans difficulté avec toi de « Ah bah oui, il y a 10 ans, je pensais pas ça, il y a ça qui a évolué, oh je me suis fait avoir, etc. » Et eux, ils en sont incapables au final d'avoir ce recul sur eux-mêmes. Donc c'est peut-être là où tu es un meilleur écrivain qu'eux aussi au final. Ouais, ils sont réifiés dans des opinions. Et c'est marrant, c'est vraiment le problème, parce qu'on parlait tout à l'heure du moment où la droite, après la chute du mur de Berlin, elle a produit des gens plutôt valables qui défendaient les grandeurs du libéralisme, etc. Là, la droite, elle ne produit plus d'intellectuels. Ça fait 20 ans qu'elle domine le champ intellectuel. Elle n'a pas produit un seul intellectuel. Et que si on veut en trouver, il faut aller chercher Michéak, qui vient de la gauche, par exemple. Donc c'est quand même assez intéressant qu'elle ne fasse pas le travail. En fait, elle s'en fiche de ne pas faire le travail. Mais c'est très, très spectaculaire à quel point ils ne travaillent pas. De temps en temps, ils traduisent un livre d'un intellectuel républicain américain. Nouveau concept, hyper intéressant. Regardez, il dit que Foucault, en fait, c'est horrible. Mais réellement, ils ne travaillent pas. Ouais. Et c'est vrai aussi au niveau de... Nous, on le voit des stratégies politiques. Parce que quand ils reprennent sur l'OQTF, par exemple, ils reprennent des stratégies féministes. Ou ils reprennent les stratégies Black Lives Matter en essayant de créer de la peur, de la morale, de la victimisation, de « Ah, mais c'est nous, on est attaqués » ou le racisme anti-blanc. En fait, ils sont tout le temps en train de penser... Ils courent après nos concepts pour les partir de concepts... Ils ont été gramsciens d'abord, et puis après, effectivement, en fait, ils copient. Mais ils ont... Alors, j'ai longtemps pensé que c'était une faiblesse pour eux de ne pas avoir d'intellectuels et de ne pas de penser. En fait, ils s'en fichent, ils ont la Bravem. Donc, point. Ils ont, en fait, ils peuvent se payer le luxe de ne pas penser. Ouais. Très bon tweet, pas besoin d'intellectuels à droite, ils ont la Bravem. Top tweet, à mon avis. Essayez. Non, mais les intellectuels, ouais, mais regardez la Bravem, en fait, ce sont les vrais prolétaires, c'est eux. Voilà, ils vont s'en sortir comme ça. Ouais. Regardez, okay. Pasolini, il était du côté des CRS en 68 et blablabla. Oh, pauvre Pasolini, laissez-le où il est. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Je crois qu'on arrive vers la fin, là, Dany. Ah oui, on va devoir conclure. Du coup, la gauche radicale présente dans cette salle est prête à t'adopter. Ça y est. Malgré mes comportements problématiques jadis. Malgré, on tape sous d'illibéralisme dans n'importe quoi. Oh la secte. Écoute, t'imagines? on a montré l'interview d'Eugénie Bastier et je trouve ça résumait bien ce que pensait le chat. Il disait ah bah si Eugénie Bastier en pense du mal, c'est que c'est un bon livre. Mais en tout cas, on a essayé. C'est ce qui était difficile dans l'exercice. On a essayé de un peu parler de ce que disait le livre sans trop en dire. N'hésitez pas à les lire, notamment. Je sais qu'il y a plein de gens dans notre public qui sont intéressés par le côté un peu les coulisses de la politique, ce côté un peu de ce qui se passe derrière, la psychologisation de ceux qui nous ont fait tant de mal. Et il y a un vrai truc, je pense, ça fait du bien de voir se faire démonter Laurent Bouvet, mais c'est pas Laurent Bouvet, hein, t'inquiète. Voilà, ça fait du bien. Il y a un truc. Moi, je pense que en dehors, même si quelqu'un de gauche radicale apprendra peut-être pas des trucs sur le fond, sur l'importance du combat antiraciste ou j'en sais rien, ça, t'as un truc de ah ouais, j'ai vraiment raison de les mépriser en fait. Et je trouve que ce livre-là, il permet ça et c'est donc félicitations. Merci beaucoup. N'hésitez pas à le lire.
J'espère qu'on vous aura donné envie de le lire et que ça donne l'espoir que peut-être que le milieu littéraire et culturel n'est pas totalement perdu et qu'il y en a d'autres comme toi qui vont nous rejoindre de l'autre côté de la barricade. On dirait que tu sais que t'as un trophée. C'est pour rire, genre, c'est pour rire. Ah non, mais c'est vrai, ça me manquait. Hein. Moi, en vrai, je suis content de lire un roman autour de ça. Tu vois. Ouais, surtout c'est peut-être ça, tu vois, c'est que finalement, comme ils ont plus d'idées, vu que maintenant ils sont partout dans les médias, ils sont 200 à dire la même chose, bah, on remarque plus facilement un livre comme ça. Et ça va peut-être inciter, j'espère, d'autres personnes à écrire des livres autour de ça. Alors, pas forcément autour de la politique, mais à des gens de notre camp aussi de continuer cette forme-là romanesque qui peut apporter des choses. Et notamment dans... Moi, c'est ça, au fait, au final, aussi, le roman, c'est que tu as envie de lire une description de l'époque, quoi. Tu as envie de... Tu vois, quand tu lis Balzac, tu es en mode « Ah, ça te permet de voir comment se comportaient les gens auparavant. » Oui, c'est un type d'empowerment, en fait. Quand on comprend, on est plus libre que quand on comprend pas, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'écris des romans. Moi. C'est vrai. Ouais, et que t'en lis, évidemment. Et il faut lire, parce que nous, pour que tu comprennes pourquoi on a aussi eu beaucoup de disputes avec notre chat sur le rejet de la littérature de certaines personnes de gauche, et notamment la gauche la plus radicale a parfois un peu un mépris pour l'exercice du roman, l'exercice de la fiction, et tu vois, une survalorisation de l'essai, alors que la réalité, l'un nourrit l'autre, quoi, et c'est deux moments de pensée tu sais, c'est le fameux débat où l'art, c'est parfois, ou en tout cas, que ce soit dans le cinéma d'ailleurs, la série, où tu explores l'ambigu. C'est-à-dire, tu vas par exemple regarder une série sur un tueur en série, et tu sais, tu vas, des fois le comprendre, ou à rentrer dans son point de vue. Tu comprends les tueurs en série, toi. Et vivre... Non, mais attends. Et vivre dans un peu sa psyché, et comprendre. Et ça, il peut y avoir un effet, pour certains militants politiques, de se dire, ouais, mais attends, du coup, t'es en train de m'humaniser un connard. Mais alors, je vous rassure, parce que là, vous allez rentrer dans la tête d'Enthoven, mais vous allez pas l'aimer. C'est pas Jeffrey Dahmer, c'est pas Netflix. Voilà, la comparaison était incroyable. Bon, j'allais quelque part. Jeffrey Dahmer, Laurent Bouvet, la ligne du mal. Ah, c'est grave. Bah écoute, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup merci à beaucoup. toi. J'espère que... Merci à tous. Merci. J'espère que tu t'es senti bien accueilli. Ouais, une expérience un peu particulière, mais... Non, c'était chouette. Merci beaucoup. Plaisir.